Le codir, c'est aussi le thermomètre en fait des équipes, de voir en fait si finalement la frustration et les contraintes prennent pas le pas sur l'engagement et les opportunités. Imagine un monde où les femmes occupent les plus hautes sphères du pouvoir sans que cela ne soit une exception. Bienvenue dans Beyond the Role, le podcast qui lève le voile des coulisses de ce fameux monde. Dans chaque épisode, nous te proposons des rencontres intimes où l'on décrypte les codes du leadership en tant que femme. Que tu sois une femme en quête d'inspiration, un homme souhaitant devenir un allié plus engagé ou simplement curieux de découvrir de nouvelles perspectives, prépare-toi désormais à être inspiré, à repousser tes propres limites et à recevoir des conseils précieux. Abonne-toi pour ne manquer aucun épisode et partage ce podcast avec tes proches. Maintenant, installe-toi confortablement, prends ton thé ou ton café et plongeons ensemble dans une discussion riche et inspirante. Merci beaucoup Charline Alberici d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui pour ce podcast de Beyond the Role pour la première saison. Donc merci infiniment pour ta confiance aussi. On va parler de ton parcours, on va parler des défis et des obstacles que tu as pu vivre, mais également de tous les succès qui t'ont amené à, il y a un an, participer et être dans le codir de Carrefour. Tu as été pendant plus de 2 ans directrice du marché charcuterie fromage traiteur dans le codir des produits frais chez Carrefour. C'est de cette expérience de ta vie qu'on va beaucoup parler aujourd'hui, mais également de tout le parcours qui t'a amené à ça. Aujourd'hui, tu es entrepreneur dans l'événementiel engagé depuis un an. Ça a été fait parce que tu as fait un rebond, tu as fait un virement de bord complètement, mais finalement on va voir que c'était pas le seul que tu as fait tout au long de ta carrière. C'est un petit peu ce que tu as fait de Sciences Po, que t'as eu en études. Finalement tu t'es aussi remise dans les études pour faire de la botanisterie, pour faire également de la philo, donc merci encore infiniment, tu as un parcours magnifique qui va en inspirer plus d'une. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans ta présentation ou est-ce que c'est tout bon pour toi Charline? Non, c'est tout bon. Merci Marie. Merci à toi. Aujourd'hui, on va parler bien évidemment d'un point qui est important. On va parler de la posture de femme, on va parler du fait que tu as été directrice aussi, mais on va aussi parler de ton quotidien, de tes astuces, de tes routines que tu as pu mettre en place, de comment tu as géré finalement les mouvements et les échanges entre parler avec les personnes qui sont au-dessus de toi, mais également travailler autour de ton équipe. La première question que je vais te poser quand même, c'est du coup autour du leadership. Quelle est ta définition du leadership? Alors le leadership, c'est une définition assez complexe, mais si je devais la résumer, je dirais c'est la capacité à proposer une vision, en être garant, donner la possibilité aux équipes d'être la meilleure version d'eux-mêmes, voilà, retirer la peur, donner confiance et réunir toutes les conditions en communion avec la vision proposée pour faire en sorte qu'on atteigne ensemble le meilleur niveau de performance individuelle et collective qui soit. Exactement, et dans cette notion d'individuel et collectif, c'est hyper important. Et je pense que pareil, dans ces moments de codir, il y a aussi cette notion d'individuel, de mon marché, de mon propre endroit, mais aussi du collectif, parce qu'en fait, c'est justement pour ça, les codir, c'est de trouver un petit peu un terrain d'entente avec tout le monde. Et du coup, cette notion de vision aussi dont tu parles, elle est très importante. Dans cette notion de vision, justement, ça rejoint ma deuxième question. Comment est-ce que toi, tu définirais l'ambition féminine? Alors, l'ambition féminine, pour moi, c'est vraiment le chemin vers la réussite, vers l'indépendance. L'ambition, globalement, c'est un terme qui est malheureusement trop souvent connoté négativement, alors que pour moi, il est hyper puissant. Enfin, l'ambition est hyper puissante. C'est vraiment l'ambition, c'est ce qui permet de vivre pleinement son potentiel, c'est ce qui permet de se réaliser. L'ambition, en fait, devrait être quelqu'une d'ambitieux. Ça devrait être perçu comme une vraie qualité, voilà, voire une vraie compétence. Et donc, une femme ambitieuse, c'est encore plus rare. En général, on entend souvent elle a les dents qui rayent le parquet ou elle a les dents longues, voilà, avec des expressions très imagées comme je le disais auparavant. Alors qu'en fait, non, pas du tout. L'ambition, c'est ce qui permet d'oser, c'est ce qui permet de sortir de soi-disant limites. Parce qu'une femme ambitieuse, elle va déjà au-delà de ce qu'on attendrait d'elle normalement. Voilà, donc l'ambition féminine, pour moi, elle est clé. Et c'est ce qui permet de se réaliser. Et tous les parents,
toutes les institutrices, tous les instituteurs, toutes les coachs, les patronnes, les patrons devraient encourager leurs équipes à être le plus ambitieux possible. J'adore. Et justement, toi, dans ton parcours, quand est-ce que tu as eu des moments où tu t'es rendu compte que tu étais ambitieuse et comment ça s'est matérialisé ? Alors, moi, aujourd'hui, je pense que je fais pas du tout ce que j'ambitionnais de faire lorsque j'étais petite. Je viens d'une famille qui est totalement dévouée au service public. Je suis voilà, dans ma famille depuis 2 siècles, enfin du moins depuis le temps qu'on est français. Voilà, il n'y a que des inspecteurs de police, des professeurs des écoles, des militaires, des institutrices, des instituteurs. Je suis la première de ma famille à travailler dans le privé. Voilà, donc j'ai quand même, depuis que je suis jeune, vraiment cet esprit, cette vocation publique, voilà, la volonté de servir mon pays. Mais voilà, au début, je me destinais plutôt à faire de la politique. Donc, dans mon petit village en Corse, quand j'étais plus jeune, j'avais organisé un simulacre d'élection présidentielle. Voilà, donc voilà, je suis pas comme Emmanuel Macron avec cette conviction d'être qu'un jour je serai président de la République. Bon, déjà, j'ai pas du tout cette volonté-là et je pense pas du tout en avoir les épaules. Mais voilà, je pense que depuis ma tendre enfance, voilà, j'ai toujours voulu avoir je sais pas si c'est un poste de direction, un poste de pouvoir, parce que c'est pas forcément ce que je cherche, mais d'avoir de l'impact, je dirais. Et donc, j'ai commencé à travailler dans le public, voilà, à travailler un peu à l'Assemblée nationale, mais dans le cadre de stages quand j'étais étudiante à Sciences Po. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas forcément le chemin qui me conviendrait le mieux. Et donc, j'ai visé plus rapidement des entreprises systémiques, je dirais. Donc, des entreprises qui peuvent avoir un impact sociétal assez fort, en essayant toujours d'aller dans des postes avec des enjeux. Et je l'ai jamais fait pour une vocation. J'ai jamais fait en me disant voilà, c'est ce poste-là qui va déclencher une bascule qui va me permettre d'avoir tel poste après. Je l'ai surtout fait parce que j'avais envie d'être là, parce que j'avais envie d'explorer ce secteur, envie de servir cette cause, d'explorer ce métier, parce que je savais que ça allait pouvoir m'épanouir à la fois personnellement, professionnellement, sur différents plans, je dirais le plan autant intellectuel que personnel que spirituel, si je devais le qualifier ainsi. Par spirituel, j'entends pas forcément une quelconque spiritualité ou religion, mais plutôt une sorte d'idéal, voilà. Justement, tu vois, ça résonne beaucoup avec ce que tu disais tout à l'heure sur le leadership. C'est un peu cette vision que tu as eue depuis toute petite, d'impact, d'engager. J'imagine que c'est pas pour rien qu'aujourd'hui tu es entrepreneur dans l'événementiel engagé, parce que justement c'est en lien avec ta vision, et que cet engagement et cet impact que tu avais envie d'avoir, ça c'est un point que je pense qui est très important et qu'il faut partager aux petites filles aussi. C'est que quand tu as une idée, une vision particulière de ce que tu veux impacter, de ce que tu veux voir différent ou changer en tout cas, je pense qu'il y a différents chemins pour le faire, il y a différents moyens pour le faire. Et je pense que tu en as donné un qui est très important, c'est le pouvoir, l'influence. Tu as dit des endroits où il y avait des enjeux particuliers. Et du coup, ça me fait résonner énormément sur cette idée que les femmes ne se reconnaissent pas dans ces enjeux de pouvoir. Il y a une stat qui donnait plus de 50% en tout cas, je pense que c'était bien au-delà, mais en tout cas c'était au moins plus de 50% des femmes qui se reconnaissaient pas justement dans ces postes de direction, dans ces endroits de décision, de prise de risque, de prise de décision, parce que justement il y avait cet enjeu de pouvoir. Et là dans ce que tu dis, justement ça montre que ce pouvoir-là, qui parfois par contre a une connotation un peu négative, le pouvoir, l'influence, la manipulation, toutes ces choses-là qui peuvent tourner dans le côté négatif, en fait on a aussi une vision, si on a une belle vision, si on a une belle envie, si on est engagé sur un point qui nous correspond, qui nous fait du bien, finalement ces pouvoirs-là et ces enjeux-là, l'influence, comme on l'a dit avant d'enregistrer ce podcast, finalement tout ça rejoint un point positif. Et quand tu as le pouvoir de modifier des choses et que ta vision elle est alignée avec quelque chose de bien pour le monde, puisque là on parle d'événementiel engagé ou bien d'entreprises engagées, finalement ces choses-là, avoir ce pouvoir que tu as eu et que tu as aujourd'hui encore en faisant ton entreprise, ça te permet de pouvoir changer les choses. Sans ce pouvoir-là, finalement,
t'es un peu démuni sur certaines choses, ton impact peut être aussi réduit. Enfin, je vois beaucoup de choses qui peuvent être un peu négatives parce que t'as pas l'ampleur que tu t'es permis d'avoir quand t'as atteint du coup ces échelons-là. Exactement. Et j'aime beaucoup le mot ampleur, voilà, parce que voilà, il est beau ce mot. Et pour justement développer toute son ampleur, tout son potentiel, on a besoin de confiance en soi. Et la confiance en soi, elle vient avec un cercle de soutien qui est valorisant. Et donc, on a besoin, voilà, d'instituteurs, d'institutrices, de parents qui valorisent toutes les possibilités, tout le potentiel de leur enfant. Et c'est vrai qu'on a tendance en général à poser la question, plus tard, tu veux faire quel métier? Alors que je pense que cette question, elle n'est plus trop d'actualité. Enfin, en 2024, l'année où on tourne ce podcast-là, enfin, moi, j'ai un peu plus de 30 ans, mais je pense que j'ai déjà fait presque une dizaine de métiers dans ma carrière. Et je pense que c'est le cas de ma génération, mais ce sera encore plus le cas des générations futures. On fera jamais qu'un seul métier. Et puis en fait, aujourd'hui, on est quand même vraiment en quête de sens. Voilà, j'ai écouté une émission la dernière fois sur les 5 facteurs du bonheur. Et dans les facteurs de bonheur, il y en a 5 principalement. Il y en a 2 qui ont trait en fait au sens. Il y a un gros facteur, c'est la quête de sens, c'est avoir une vie qui a du sens. Et l'autre, c'est avoir un travail utile. Donc voilà, plutôt que de poser la question quel métier tu voudras faire plus tard, je pense qu'on a plutôt intérêt à poser la question aux enfants à partir d'un âge, on s'entend, où ils sont capables de l'entendre, de la comprendre. Quelle cause tu veux servir plus tard? Quel impact tu voudrais avoir? Voilà. Et ça, je pense que c'est vraiment un mindset totalement différent. Voilà, entre quel métier tu veux faire plus tard, c'est-à-dire je veux faire pompier, je veux faire vétérinaire, je veux faire maîtresse d'école, je veux faire policier, qui sont souvent les métiers qui reviennent, du moins moi à mon époque. Je sais pas si aujourd'hui c'est pas influenceuse ou influenceur, je sais pas, j'espère pas. Mais voilà, c'est des métiers, c'est très tangible. Si on leur demande plutôt de s'interroger sur les valeurs et que dans ce cas-là, l'idéal en fait que servent ces métiers-là, on se dit c'est le soin à l'autre, c'est la sécurité de l'autre, c'est la tranquillité d'esprit des gens, c'est l'attention aux autres. Ben voilà, je pense que ça change vraiment le mindset et voilà, et sans parler de pouvoir, je préfère le terme que tu as utilisé d'ampleur ou le terme que j'employais d'impact. Voilà. Qu'est-ce qui fait que tu préfères ce terme-là à pouvoir du coup? Parce que le terme pouvoir, je le trouve un peu ringard en fait. Je me rappelle, c'est une de mes profs à Sciences Po qui avait donné une très belle image de 2 amis qui marchent le long de la plage et il y a des milliers d'étoiles de mer échouées. Et il y a un des 2 amis qui se penche, qui en ramasse une, qui la regarde et qui la remet à l'eau. Et son ami lui dit mais qu'est-ce que tu fais, ça sert à rien, tu vas quand même pas faire ça pour les milliers d'étoiles de mer. Et l'autre lui répond non, mais pour celle-là au moins ça aura fait la différence. Voilà, et donc ça c'est pas du pouvoir, ça c'est juste de l'impact, c'est de l'impact mineur, mais ça fait la différence. C'est un peu la fable du colibri mais appliquée au milieu aquatique qui moi me va bien. Mais voilà, je trouve que le terme impact, en fait, il est moins impressionnant. Il permet à chacun de se dire, moi, à mon échelle, je peux avoir de l'impact. Et en fait, on s'en moque d'être dans une position de pouvoir, parce que tout de suite, c'est très grandiloquent. Voilà, on peut avoir de l'influence, on peut avoir de l'impact n'importe où on se trouve, dans quelque métier que ce soit. Évidemment, il y a des postes où c'est plus facile que d'autres. Mais voilà, faut je pense, cultiver en fait tous ces leviers-là qui nous permettent d'avoir un impact sur le monde, de le façonner un peu plus selon la vision qu'on en a. Et ça rejoint le leadership. Il y a un point important, c'est que, alors, premièrement, pour le leadership, on a entendu, c'est cette notion de vision. Mais en fait, la deuxième, c'est cette notion d'inspirer les autres. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. J'ai une vision, certes, je sais ce que je veux impacter, je sais ce que je veux mettre en avant. Mais il y a aussi cette idée de, si je suis toute seule à le faire, j'ai ma petite ampleur. Par contre, si j'arrive à inspirer les autres, bah là, je grandis mon ampleur, je grandis l'impact que j'ai parce que j'arrive à avoir d'autres personnes et donc qui, elles,
on l'espère, vont aussi inspirer d'autres personnes sur cette vision-là. Comment est-ce que toi, tu as géré cette partie de plus tu te développes, ça serait intéressant aussi d'avoir un peu ton évolution de ce que tu as pu faire depuis Sciences Po jusqu'à aujourd'hui en étant entrepreneur, mais aussi quand même parce que ce podcast est pour ça, jusqu'à cette atteinte du codir, du dernier codir que tu as fait. Et nous dire un petit peu, dans cette évolution-là, comment est-ce que tu as commencé à créer cette idée de j'inspire les autres, j'inspire mon équipe, j'inspire aussi une idée que je m'autorise cette authenticité que tu t'es autorisée tout au long de ta carrière. Comment est-ce que tu as créé ça dans ta carrière? Je pense que je suis quelqu'un de profondément humaniste. Et donc, je pense que j'ai inspiré en allant au-delà du simple périmètre professionnel. Voilà, en essayant toujours de relier le travail qu'on faisait quand j'étais chef de projet, responsable stratégie sur des ambitions plus transversales pour l'entreprise, ou quand j'étais directrice de marché ou sur des ambitions plus opérationnelles, mais en le reliant toujours à quelque chose de supérieur qui transcende la simple réalité du métier et qui soit davantage relié aux enjeux actuels de la société. Voilà, ce qui est plus simple à faire aussi quand on est dans une entreprise systémique. Évidemment, et j'en suis certaine, c'est pas forcément quelque chose qui convient à tout le monde. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de quelque chose qui est beaucoup plus terre à terre, qui est beaucoup plus opérationnel, moins éthéré. Peut-être que ce seraient les termes qui conviendraient. Mais voilà, je pense que c'est en élargissant, on parlait d'ampleur, en élargissant le simple enjeu, la simple problématique du métier à quelque chose de plus large, que en fait on arrive vraiment à emmener les gens à transcender les clivages et à faire en sorte qu'il y ait une véritable émulation qui permette à chacun de s'aligner dans l'objectif commun. On parlait avant le podcast d'engagement, je te questionnais un petit peu sur ton équilibre vie pro et perso tout au long de ta carrière. Ça serait hyper intéressant. Alors déjà, si tu peux reparler un petit peu de ce point-là et de ce qu'on s'est dit avant le podcast, parce que je pense que nos auditeurs adoreraient ça. Mais ça serait intéressant de creuser justement sur... on parle d'impact, et pour avoir de l'impact, il faut aussi pousser les gens à s'engager sur notre vision, à s'engager avec nous dans le changement. Redis-nous un petit peu ce que toi tu fais par rapport à tes engagements sur cet équilibre vie pro vie perso, et justement sur cette partie un peu... par rapport à ton impact que tu as envie de faire, comment est-ce que tu gères l'engagement, que ça soit de tes équipes ou que ça soit peut-être de tes supérieurs? Oui, pour moi, un métier un poste dans lequel on est épanoui, c'est un poste qui nous permet de pas sacrifier notre vie personnelle au profit de notre vie professionnelle, parce que je pense que pour être un professionnel, une professionnelle épanouie, il faut être une personne épanouie avant toute chose. Donc voilà, moi je suis quelqu'un d'assez hyperactif, donc j'ai toujours fait beaucoup de choses en parallèle. Voilà, moi ma grosse problématique c'est plutôt renoncer. Voilà, c'est vraiment ma problématique à moi, renoncer à ne pas faire 10 activités, à ne pas avoir 10 engagements dans la semaine et me limiter seulement à 5-6, ce qui est déjà un gros effort, un gros sacrifice pour moi. Mais voilà, j'ai toujours eu des métiers très prenants. Même en stage, il y a une quinzaine d'années, lorsque j'ai commencé dans ma vie professionnelle, déjà j'étais sur des stages en fait assez voire très intenses. Et lorsque je finissais le travail dans ma vie professionnelle d'avant, maintenant dans le cadre de l'entrepreneuriat vers 16-17 heures, de manière assez exceptionnelle, ça m'arrive assez rarement, hein, pour dire vrai, et que je suis dans la rue et que je vois déjà pas mal de gens qui sont attablés en train de boire un coup avec leurs potes, ou de faire du shopping ou de se balader. Je suis toujours épatée qu'il y ait autant de monde dans les rues à cette heure-là, et j'ai envie de dire heureusement. Voilà, moi c'est quelque chose que j'ai pas trop connu, mais par contre voilà, je n'ai jamais sacrifié ma vie personnelle pour ma vie professionnelle, parce que ça m'a toujours paru essentiel de continuer à m'enrichir, à m'épanouir, à donner aux autres. Ouais, j'ai toujours eu un engagement artistique, un engagement culturel, un engagement associatif très fort. Ça fait
plusieurs années en fait que je donne du temps pour les autres, et je le dis pas du tout pour me faire mousser. Je le dis parce qu'on est vraiment dans une société où malheureusement les gens sont de plus en plus tournés sur eux. On est un peu dans une société du cocooning, hein. On se tourne de plus en plus sur soi, sur sa famille nucléaire, sur quelques amis, alors qu'on a besoin en fait de réenchanter l'espace public, on a besoin de plus de liens. Le lien, c'est quand même l'un des facteurs clés du bonheur individuel et du bonheur collectif. Et on a besoin en fait de gens qui s'engagent, et l'engagement en fait aujourd'hui c'est une notion qui est très problématique, parce que les gens ont du mal à s'engager sur la durée. On le voit, hein, c'est aussi pour ça qu'il y a plein d'applis de rencontres qui sont créées, c'est parce qu'en fait au début on veut pas trop s'engager, on veut tester plein de choses, voilà, et alors qu'on a besoin de gens qui s'engagent pour les autres. Et moi c'est vraiment ma frontière psychologique, c'est-à-dire que il était 19h, 19h30, je savais qu'à 20h ou à 20h30 j'avais ma troupe d'impro qui m'attendait, j'avais mon service de bénévolat qui m'attendait, et que si j'étais pas là, j'allais les mettre dans la difficulté, dans la panade pour la cuisine, pour le service, et qu'ils allaient avoir du mal à assurer. Et voilà, et moi, ayant eu cette vie personnelle assez riche, j'ai toujours encouragé mes équipes elles-mêmes à avoir une vie personnelle riche, à partir en week-end, à s'engager pendant la semaine, à maintenir leurs activités extra-professionnelles. Parce que moi aussi, ça m'éclate plus en fait lors d'un petit déj d'équipe ou lors d'une discussion de papoter avec quelqu'un dans l'équipe qui a plein de choses à raconter, qui a été à des conférences, qui a vu tel film, ça lui a fait penser à telle idée, ça lui a permis en fait de développer tel projet parce que en fait ça lui a permis de telle prise de conscience. Je trouve ça beaucoup plus riche, beaucoup plus épatant. Ouais, complètement. Et justement, tu parles de ton équipe. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir un petit peu la différence entre ce que tu proposes à tes équipes, là où t'es force de proposition vraiment sur ce que vous pouvez faire. On parlait d'un petit rituel du vendredi que tu pourras aussi parler, parce que je trouve que c'est vraiment super, et ça, c'est complètement en lien avec ce que tu viens de dire sur cette idée de se remettre en groupe, se retrouver, et finalement cet engagement de se retrouver ensemble ce jour-là et à ce moment-là, mais aussi de comment est-ce que tu crées cet engagement aussi avec les personnes que tu as au-dessus de toi, ou alors dans le codir aussi. Comment est-ce que tu crées du coup ces moments-là, ces routines-là, ces facilitations-là, je sais pas comment on dit, mais le fait de faciliter et d'accepter cet équilibre vie pro et perso dans l'autre sens aussi. Alors dans l'autre sens, déjà parce que moi je suis quelqu'un de très authentique. En fait au travail je suis telle que je suis moi. Je me rappelle dans le cadre d'un coaching en groupe qu'on avait pu avoir avec plusieurs autres directrices et directeurs dans mon ancienne entreprise Carrefour, nous a fait faire un test pour savoir dans quelle mesure on était vraiment nous-mêmes au travail. Et j'étais étonnée de voir qu'il y en avait très peu en fait qui étaient vraiment qui se sentaient libres d'être eux-mêmes. En fait, pour ces personnes-là, ça crée de grosses difficultés. C'est-à-dire que c'est quand même, en fait, on passe énormément de temps au travail. Tout le monde passe beaucoup de temps au travail. Et alors encore plus lorsqu'on est à des postes de direction. Et voilà, je me dis, mais quelle souffrance ça doit être pour ces personnes-là, en fait, de constamment se contenir ou constamment faire en sorte de se remodeler pour ne pas être eux-mêmes. Voilà, soit le poste convient pas, ou soit l'entreprise ne convient pas. Bon, c'est des gros raccourcis que je prends, mais voilà, je voudrais toujours faire en sorte d'être le plus possible soi-même au travail. Et à vrai dire, il faudrait recruter des gens parce qu'ils sont eux-mêmes. Voilà, parce que en fait, on a saisi cette essence et qu'on a besoin de cette personnalité-là. Qui nous semble va éclairer en fait le service dans lequel elle va travailler, les métiers qu'elle va faire, qu'elle va animer. Non, voilà, et puis je pense que c'est vraiment important, c'est la fameuse phrase d'Oscar Wilde, hein, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Donc voilà, moi j'ai toujours été moi-même à mes risques et périls. Mais justement, à tes risques et périls, moi ça résonne beaucoup avec une phrase que j'avais entendue dire d'une DRH qui l'a dite avec énormément de bienveillance, qui était ne parlez pas de votre vie personnelle au travail. Parce que, et en fait, du coup, c'était cette bienveillance-là qu'elle cherchait, mais qui, pour moi, parfois, je me dis, est-ce que ça n'amplifie pas, du coup, cette différence entre hommes et femmes? Parce qu'en fait, du coup, c'était bien évidemment pour accompagner les femmes, pour aider les femmes
à avoir moins d'inégalités, donc bien une énorme bienveillance dans cette phrase-là, parce qu'elle disait que, bien évidemment, en tant que DRH, elle avait entendu dire que elle allait pas avoir telle augmentation parce que elle allait partir en congé mat, ou parce que elle avait déjà 3 enfants, donc on voulait pas non plus que ça soit trop lourd pour elle de travailler. Donc pareil, encore une fois, c'est malheureusement des fois, ça part aussi de bienveillance, ces inégalités-là. Mais du coup, dans ce que tu dis là, moi, ça m'a tout de suite fait penser à ça, en me disant, si je suis 100% moi-même, est-ce que du coup, j'aurais pas du coup à tes risques et périls, tu l'as dit toi-même en plus, donc est-ce que j'aurais pas du coup ce contre-pied de, du coup, ils sauront exactement ce qui va me faire potentiellement des difficultés dans ma vie, les moments où je vais être peut-être un peu plus down, plus en difficulté, versus les moments où je suis on fire, et là, c'est génial et c'est très cool et ils vont apprécier. Comment est-ce que du coup tu peux jongler avec cette partie-là de je reste moi-même, et en même temps potentiellement en face de moi j'ai des choses difficiles qui vont peut-être être prises contre moi? Je pense que on a intérêt à rester soi-même. Après, rester soi-même, c'est surtout une posture et c'est pas forcément tout raconter de sa vie perso. D'ailleurs, c'est un peu triste, mais en fait, on se rend compte que de toute façon, rares sont les personnes qui sont curieuses des autres. Rares sont les personnes qui vous posent des questions. Enfin, honnêtement, moi, je trouve que je pose beaucoup plus de questions que ce qu'on m'en pose. Alors d'ailleurs, peut-être parfois qu'on doit se dire: «Mais elle en pose des questions celle-là». Mais voilà, moi j'aime bien connaître les gens, avec lesquels je travaille, et puis ça me permet toujours en fait, d'avoir aussi, un 2e niveau de lecture. Quand je vois que cette personne-là, elle est, elle est pas bien, ou que, elle a un air, perplexe, ou elle est fatiguée. Si je connais un peu son contexte personnel, c'est quand même plus simple en fait d'interpréter, parce que, on parlait de leadership, il y a aussi du management, il y a quand même beaucoup d'interprétation dans le management. Voilà, et on n'est pas toujours en position de poser honnêtement la question à la personne. Et donc non, moi je trouve ça mieux. Et puis en fait, quand on est davantage soi-même, c'est plus simple pour créer du lien. Et pour créer du lien, et puis pour avoir des relations plus riches, des relations interpersonnelles plus riches au travail. Et donc moi je trouve que c'est une vraie chance quand on a des amis au travail. Moi je sais que dans le CODIR, j'étais la seule femme pendant un bon bout de temps, et il n'y avait que des hommes avec moi, de la petite quarantaine à 60, qui sont pour la plupart devenus mes amis, alors qu'en fait on se serait jamais rencontrés dans d'autres circonstances. Mais parce que aussi en fait, c'est en apprenant sur leur vie perso que je savais que telle personne était passionnée comme moi de romans, que cette personne était passionnée de sport comme moi, que cette personne avait tels enfants qui faisaient telles études. Et moi ça m'intéresse de savoir, parce qu'à un moment c'est des études auxquelles j'avais réfléchi. Bon voilà, non, moi je trouve que être soi-même, ça veut pas dire se livrer, mais ça veut dire en fait être soi-même, ça donne l'opportunité, la chance, l'ouverture d'être davantage en empathie avec l'autre, et que l'autre soit davantage en empathie avec nous-mêmes. Ouais. Ouais, du coup, je vois tout à fait la nuance que tu mets là, et qui fait que du coup, on peut tout à fait être en sécurité en étant soi-même, parce que justement, c'est une posture, tu l'as dit de toute façon au début, et surtout, ça ne met pas en porte-à-faux le fait de garder son jardin secret, le fait de garder peut-être certaines difficultés dans sa vie personnelle. Ok. Oui, exactement. Et puis quand on est soi-même aussi, moi j'ai un caractère bien trempé. Quand on est soi-même, on voit qu'il y a des personnes avec lesquelles ça ne passe pas. Et puis c'est pas grave, tout au long de notre vie, il y aura toujours des personnes avec lesquelles ça ne passera pas. Tout de suite avec ces personnes-là, parce qu'on a été soi-même, on sait que on va continuer à être soi-même, mais qu'on n'en dira pas trop. Mais ça, c'est compliqué à saisir si on n'est pas soi-même, puisque la personne en face n'a évidemment pas les mêmes réactions que si on avait été totalement authentique. Voilà. Totalement. Ça résonne beaucoup avec un autre épisode où du coup on parlait de comment réagir à des phrases sexistes, et il y avait cette idée de parfois on va rire, on va mettre un peu d'humour parce qu'en fait on trouve pas ça bien, et on sait pas trop comment réagir, et en fait ça donne une autre communication. Ouais.
Et du coup, c'est un peu ça. Je donne autre chose que ce que j'aurais répondu authentiquement parce que je suis dans le milieu du travail. Mais sauf que du coup, je communique quelque chose qui n'a rien à voir. Parce que c'est pas drôle et parce que j'ai pas envie que tu me le redises. Alors que peut-être que la personne en face, elle se dira, ah ben, elle a le même humour que moi, donc je peux lui redire. Ça résonne beaucoup avec cette idée-là. Tu parlais de comment t'as été dans un codir où il y a eu beaucoup d'hommes. Vous étiez combien, pour rappel, quand t'as été la seule fille? Bon, déjà, je pense qu'on était probablement trop nombreux à se dire. Mais, je pense on devait être une dizaine. Ok. Et du coup, tu étais la seule femme et il y avait du coup que des hommes avec toi. Je serais intéressée justement de savoir un petit peu comment toi tu t'es ressentie, qu'est-ce que tu as vécu de cool, je suis la seule femme et de moins cool, je suis la seule femme. Alors, moi, j'ai eu la chance, parce que je pense qu'il faut en parler aussi, d'être dans une entreprise, enfin mon ancienne entreprise, malgré le fait que j'en sois partie pour des bonnes raisons, pour lesquelles le fait d'être une femme, c'était valorisé. Voilà, il y avait une vraie prise de conscience du fait qu'il y avait besoin de féminiser le management, les directoires, les conseils d'administration. Et il y a eu des femmes à des postes clés, des postes très importants. C'est encore le cas aujourd'hui. Même mon précédent patron, mon précédent N+1, avait quand même, voilà, on partageait pas forcément la même philosophie, les mêmes manières de faire tout le temps. Ben, ça, c'est vraiment quelque chose que je pourrais jamais lui reprocher, c'est que il a eu à cœur en fait de féminiser le plus possible le management. Et même parmi mes collègues, moi, on m'a jamais coupé la parole. Voilà, et je dirais même que certains collègues, parce que j'étais une femme, en fait, avaient à cœur de respecter toujours ma parole, de faire en sorte que je m'exprime en première, et porter une attention particulière à ce que je disais. Voilà, moi, j'apprécie pas trop qu'on me coupe la parole. Enfin, lorsque je suis en train vraiment d'exposer mon sujet, dans le cadre d'une conversation informelle, il n'y a pas de souci, au contraire, c'est ce qui fait la richesse d'une conversation. Mais voilà, si je suis en train d'exposer un sujet sérieux, voilà, et plusieurs fois où je me suis fait couper la parole et où en fait j'ai fait une pause en demandant le retour au calme. En fait, j'ai vu que mes interlocuteurs déjà prenaient conscience que il y avait probablement un manque de respect parce qu'ils venaient me couper la parole, mais qu'en plus de ça, voilà, j'étais une femme et que c'était d'autant plus dommageable dans le cadre de ma minorité, on va dire, de ma minorité visible dans le cadre du CODIR ou d'autres réunions qu'on pouvait avoir avec d'autres services. Donc voilà, mettre aussi en valeur le fait que ça se passe pas toujours mal et que aujourd'hui ça a tendance à changer dans le bon sens. Et je pense qu'il y a des auditrices qui vont nous écouter, je dis auditrices parce que c'est plutôt les femmes, et qui vont dire mais j'oserais jamais faire cette pause-là, en fait. Comment est-ce que toi tu te dis, ok, j'ose mettre en lumière ce manque de respect et ce moment-là. J'imagine que c'est pas le seul, hein. Des fois tu t'es fait couper la parole, il y avait d'autres choses, j'imagine que tu as vécu. Comment est-ce que tu as accepté de prendre cette pause et comment est-ce que tu t'es dit, allez là je le fais, versus parfois, bah non je le fais pas. En fait, je pense pas qu'il y ait de deuxième niveau de réflexion à ce moment-là, ou je pense pas qu'il y ait une réflexion sur le genre. Je pense surtout que moi, je suis je suis une personne de conviction. J'ai quitté mon ancienne entreprise parce que ça commençait à manquer de sens pour moi et pour voilà me lancer dans l'entrepreneuriat à impact avec mon binôme de la stratégie de mon ancienne entreprise justement. Voilà, parce que en fait, je suis quelqu'un qui aime se battre pour. Voilà, moi, ça me lasse de me battre contre. Et tout simplement, quand j'ai un sujet dans lequel je crois, en fait, j'ai envie de le porter, ce sujet. J'ai envie qu'on entende ma voix. Et donc, je pense que au-delà, en fait, du seul combat de genre ou de la seule notion de respect, en fait, je voulais qu'on entende mon opinion. Et puis après tout, parce que aussi j'ai travaillé pour défendre ce sujet-là, donc j'ai envie qu'on entende ce sur quoi j'ai travaillé. Voilà, en fait, j'ai horreur de perdre du temps, donc j'ai pris du temps pour travailler ce sujet-là. Voilà, j'ai envie qu'on prenne du temps pour écouter mon livrable. Voilà, je pense que en toute simplicité, c'est pour faire entendre ma voix et pour valoriser le travail qui a été fait.
Ouais, j'entends que en fait c'est une big picture, c'est pas juste le fait qu'on t'ait coupé la parole. Finalement, c'est une big picture de il y a un thème qui est important et que je porte et que j'ai envie de partager. Donc écoutez-le de un et de deux, il y a cette notion de big picture de il y a énormément de travail qui a été fait parce que j'imagine que t'es peut-être pas toute seule à faire ce travail et que t'as eu peut-être des aides ou quoi. Donc C'est en général surtout le travail de mon équipe, sachant qu'il y en avait beaucoup, il y en avait trop. Donc voilà, on a pris le temps de le faire, de répondre très souvent dans l'urgence à la demande. Donc voilà, voilà, les autres sont priés en fait de révérer ce travail-là. J'aime beaucoup et je pense qu'il y a un côté où on en revient à la notion de leadership. Le leader, il doit aussi mettre en lumière là où il faut du respect, là où il faut voir la valeur de ce qui est fait, de ce qui est partagé, voir parfois la non-valeur de ce qui est présent, parce que parfois, en effet, il n'y a pas de valeur dans ce qu'on a aujourd'hui, et donc il faut amener de la valeur, il faut faire grandir les choses et les amener, mais il y a aussi cette prise de conscience, et je pense que le leader doit aussi être un peu là pour amener cette prise de conscience-là. Comme tu l'as dit, quand tu fais cette pause, parce qu'en fait, la personne te coupe la parole et que en fait, tu continues pas mécaniquement comme si de rien ne s'était passé. Cette pause-là, comme tu l'as dit tout à l'heure, elle donne conscience à la personne en face que ce qu'elle a fait, c'est pas juste normal. C'est pas, et c'est pas ok non plus, bien évidemment. Mais du coup, finalement, dans cette posture c'est de l'audace un petit peu quand même, on doit le dire. L'audace de s'arrêter et de prendre 3 minutes en faisant la pause et en disant en fait là je suis en train d'expliquer un point, j'aimerais bien avoir votre attention jusqu'au bout de ce point-là, ça va prendre je sais pas 15-20 minutes, j'en sais rien, mais j'ai besoin de votre attention. Ça demande de l'audace, mais c'est aussi, et ça fait aussi partie de cette idée de leadership, donc de cette big picture. Et c'est pas parce que tu t'appelles Charline que tu le fais, mais c'est parce que tu as cette posture de leader et que tu souhaites mettre en avant finalement ce que ton équipe a fait, c'est sur quoi elle a travaillé, alors même qu'il y avait beaucoup de travail et que tu leur as demandé et qu'ils sont restés engagés parce que justement tu avais cette position de leader aussi, il y a ce respect à avoir sur le retour de tout ce travail qui a été fait. Donc en fait c'est vraiment une big picture. J'entends que c'est pas juste le fait qu'on t'ait coupé la parole, finalement ça répond à toute cette grande image, grand besoin en tant que leader que tu avais à ce moment-là. Carrément. Carrément, et dans le sens inverse, ça c'était plus de moi vers le haut de la hiérarchie ou vers mes pairs, et à l'inverse vers mon équipe, c'est aussi de distribuer la parole de manière équitable. Voilà, parce que faire en sorte que tout le monde puisse donner ses idées, donner sa voix. Mais voilà, en faisant en sorte aussi que ce soit pas seulement les personnes qui soient antagonistes ou qui soient particulièrement sûres d'elles, sûres d'eux, qui prennent la parole, mais que toutes les personnes aient l'occasion, l'opportunité de s'exprimer. Et parfois, ça veut dire aussi de distribuer volontairement la parole. Voilà. Ouais. Bien sûr. Dans ce qu'on dit, moi, ça résonne aussi pas mal à des points sur lesquels j'ai envie qu'on discute un petit peu. La prise de décision, le fait de convaincre, d'argumenter. Dans les codires, c'est quand même souvent un peu ce qui se passe. On va argumenter sur des points et finalement, le but du codir, c'est aussi de prendre des décisions qui sont parfois des décisions difficiles. Toi, en plus, dans ce que tu dis, il y a une notion de conviction, d'engagement dans ce que tu as envie de faire. J'imagine qu'il y a des décisions qui ont été prises un peu, qui ont mis potentiellement en porte-à-faux cette conviction-là. Si c'est le cas ou pas, dis-moi. Mais comment est-ce que toi tu fais? Quels sont tes outils, tes stratégies pour prendre des décisions que tu sais qui sont au moins alignées avec tes valeurs, j'imagine, parce que c'est une décision, donc évidemment on ne sait pas tant que ça n'a pas avancé si c'était la bonne ou la mauvaise, entre guillemets. Mais comment est-ce que toi tu fais pour justement prendre ces décisions, peut-être prendre des risques? Comment est-ce que ça a un impact peut-être aussi sur ton équipe à toi derrière? Et du coup, dans cet endroit de codir, comment ça se passe pour toi ces moments-là? Alors, sur la prise de décision en général, je trouve que globalement, on a trop tendance à prendre des décisions soit de manière consensuelle, soit de manière majoritaire, soit de manière autoritaire. Alors qu'en fait, pour moi, la meilleure prise de décision, c'est sur la base de la sollicitation d'avis. C'est-à-dire demander
aux personnes qui vont faire l'action et aux personnes qui vont subir les conséquences de cette action, de cette décision-là, qu'est-ce qu'elles en pensent. Et je pense que c'est vraiment clé, en fait. On a trop souvent tendance à prendre des décisions sans impliquer les personnes qui vont faire ou qui vont vivre les conséquences, ce qui amène en fait à des effets assez néfastes. Donc voilà, c'est vraiment la sollicitation d'avis, pour moi, elle est clé. Et je dirais aussi de prendre le temps. Voilà, en fait, euh, on est trop dans l'urgence pour tout, dans notre vie en général, dans la vie professionnelle encore plus. Et si on a la possibilité, c'est pas toujours le cas, voire rarement le cas, mais de prendre le temps, ça c'est vraiment super. Et la prise de décision aussi, moi je dirais que moi je suis quelqu'un d'assez humble, dans une posture on va dire un peu socratique. Je sais que je ne sais pas, du moins souvent, et donc accepter qu'en fait on sait pas toujours. Voilà, et que parfois, en fait, on ne sait pas prendre de décision, et donc soit il nous faut plus de temps, soit il faut demander plus d'avis, soit il faut demander aux personnes concernées, aux personnes qui savent mieux que nous. Voilà, mais avoir un minimum d'humilité pour dire je ne sais pas. Et après, bon, c'est plus facile à faire dans mon poste actuel, parce que moi, j'ai cofondé mon entreprise. C'est une entreprise à impact, donc avec mon associé, on s'est choisi mutuellement, on a choisi notre équipe, c'est nous qui avons créé ce projet, donc c'est beaucoup plus simple de se dire bon ben, est-ce que je prends cette décision en fonction d'avoir pour boussole notre justesse intérieure. Ah C'est-à-dire oui, bon, c'est pas le cas dans un codir. voilà, exactement. C'est pas toujours le cas dans un codir. Et même dans un codir, même si on est dans des postes de direction, et c'est très probablement le cas plus dans des grosses entreprises où finalement il y a une hiérarchie qui est très, enfin, il y a beaucoup de strates hiérarchiques différentes, même si on est dans des postes de directeur, directrice de marché en l'occurrence pour moi. On n'a pas toujours notre mot à dire, ou on n'est pas toujours tout le temps en position de décider. J'ai même envie de dire trop rarement. Et donc, voilà, au moins, en codir, pour moi, il s'agit davantage, en fait, de faire entendre sa voix et d'arriver le plus préparé possible. Et ça, c'est justement grâce au travail de l'équipe avant, travail préparatoire de l'équipe avant. Dès lors qu'on est aligné avec la vision, on est un peu plus, normalement, préparé aux questions qui vont nous être posées pendant le codir et potentiellement aux décisions auxquelles on va être amené à participer. Ouais, j'ai envie de te poser cette question. Quel est le moment le plus dur que tu as vécu dans le codir, du coup? Moi, je ne supporte pas, en fait, la violence. Et, et voilà, je ne supporte pas qu'on prenne les gens à partie. Et en l'occurrence, c'était pas envers moi, mais c'était envers certains de mes collègues. Voilà, je trouve que certaines attitudes en fait de direction n'ont pas lieu d'être. Voilà, de ridiculiser une personne, ou en fait de lui dire devant tout le monde qu'elle n'est pas au niveau. Ou moi, c'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas. Je suis quelqu'un de très empathique. En plus, d'autant plus en fait quand ça se dirige vers quelqu'un qui est mon collègue, mais qui est aussi un ami en fait. Voilà, donc moi je pense que voilà, ce serait plus en fait des maladresses, voire parfois des comportements déplacés vis-à-vis d'autres collègues, même hommes en fait. Où j'ai beaucoup de mal aussi en codir lorsqu'on n'écoute pas. Voilà, si on réunit en fait son équipe, c'est pour les écouter. Et voilà, je pense que c'est les deux attitudes que j'exècre le plus, c'est le manque d'écoute et la violence. Et justement, comment est-ce que pour toi, à quoi ça sert le codir dans une entreprise? Pour moi, un codir, ça sert le codir, il est garant de la vision de l'entreprise, et il est garant de la culture d'entreprise. Donc voilà, il est le premier point en fait pour le codir en fait, c'est de s'assurer que tout le monde a bien compris la vision et bien acculturé à l'entreprise, et œuvre bien dans le sens de l'avènement de cette vision. Un codir, il sert à se retrouver, à prendre la température des équipes et à comprendre les contraintes de ces équipes.
et voilà, et je trouve que, en fait, j'ai entendu trop de fois: «Non mais moi ça ne me regarde pas, moi je veux savoir, ce que vous allez faire». Oui, mais en fait, on se réunit aussi pour, expliquer nos difficultés et pour, parce qu'en fait, il y a des difficultés à tous les niveaux, hiérarchiques, et j'ai envie de dire, il y a des difficultés, plus on avance en fait dans la hiérarchie, au plus les difficultés relèvent de l'humain. Relève moins de l'opérationnel et plus de l'humain. Et donc pour moi, voilà, le codir, c'est aussi le thermomètre en fait des équipes, de voir en fait si finalement la frustration et les contraintes prennent pas le pas sur l'engagement et les opportunités. Et en troisième point, je pense que le codir, il vise à, sur la base de la vision, de même qu'en fait un leader avec sa propre équipe, en fait, enfin moi c'est un peu la vision que j'ai du travail, compte sur l'intelligence collective et l'autogouvernance pour assurer que la vision elle est perpétuée, développée. Bah voilà, le codir c'est ça, c'est voir comment les autres comptent s'y prendre pour faire avenir la vision. Et du coup, dernière petite question hyper rapide, comment, donne-moi une tâche que tu ne pourrais pas laisser de côté, genre, tu peux pas sortir un codir sans que cette tâche soit faite ou sans que ce point soit évoqué. Moi, je dirais vraiment si il y a c'est la fameuse matrice urgent important, quoi. Si il y a une tâche qui est à la fois urgente et qui est importante, il faut absolument l'avoir réglée pendant le codir. Surtout si elle implique en fait d'autres personnes du codir. Voilà, il y a des conséquences transverses. Je pense que voilà, j'aurais du mal à me considérer satisfaite du déroulé du codir si j'avais pas pu trancher ce problème-là. Si ça reste en stand-by. Ok, on termine avec la question de fin que je pose encore une fois à chacune d'entre vous, à chacune de mes invités. La première, c'est quel est le pire conseil qu'on t'ait jamais donné? Alors, je pense qu'il y en a deux. Une fois, on m'a dit soit tu frappes, soit tu te fais frapper. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où je me suis vraiment dit qu'il fallait, pour reprendre le terme du début du podcast, virer de bord. Voilà, que c'était vraiment pas ma philosophie, ni de la vie, ni du monde professionnel. Et c'est en lien avec le fait d'être soi-même. C'était pas toi. Exactement, et c'est en lien avec le fait de refuser la violence et de vouloir travailler dans l'écoute. Voilà. Donc ça, et elle m'a marqué cette phrase, et aujourd'hui quand je me dis mais c'est épatant que quelqu'un ait pu me dire ça un jour. Je me dis mais comment ça se fait quand dans les années 2020 quelqu'un puisse encore dire ça. Bon, voilà. Et ça veut aussi dire qu'il y a encore des personnes qui fonctionnent comme ça. Exactement. Il y a encore des personnes qui fonctionnent comme ça. Il y a encore des entreprises qui fonctionnent comme ça. Et on m'a dit aussi, il partage pas les valeurs, mais il fait le job. Et en fait, ça c'est pas possible. Euh, Moi, je préfère quelqu'un qui est hyper engagé, et de toute façon, la personne qui est hyper engagée, elle va naturellement, intuitivement faire tout son possible pour réussir sa mission, même si aujourd'hui elle n'est pas encore au niveau, mais en fait, elle va faire en sorte d'y être un jour. Alors que la personne, en fait, qui a les compétences, qui fait probablement le job, mais qui ne partage pas les valeurs ou n'est pas enthousiaste, parce que finalement, ça c'est une véritable erreur de maintenir cette personne dans une équipe. Parce que finalement, une équipe qui pourrait bien tourner, elle risque d'être ternie en fait par cette personne-là. Voilà, qui va limiter l'émulation, la bonne humeur, et donc voilà. On rebondit sur tes piliers là, que tu avais dit tout à l'heure du bonheur, où tu as besoin d'être engagé, c'est ça que tu disais? Ouais, tout à fait, ouais, Bah là, du coup, il y aura pas d'engagement, c'est sûr. exactement, il y aura pas d'engagement. Et voilà, pour moi, l'engagement en général, dans la vie en général, dans la vie professionnelle en particulier, c'est clé. Ouais, complètement. Mais justement, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné? À moins que ça soit, du coup, le fait d'être toujours engagé dans ce qu'on fait. Est-ce que t'en as un autre? Non, mais il y en a plein, parce que j'ai croisé sur mon chemin professionnel plein de super personnes que je remercie encore. On m'a dit que ce qui comptait encore plus que la communication externe, c'est la communication interne. Et c'est plus que vrai. Voilà, savoir communiquer en interne sur les projets de l'équipe, sur l'équipe, sur qui on est, ça c'est clé. Que
ce qui comptait, c'était pas de bosser beaucoup, c'était de bosser différemment. Que il fallait rester tant qu'on s'amuse, tant qu'on apprend, et que voilà, on avait besoin de gens, qui osaient être eux-mêmes. Voilà. Énormément de conseils hyper puissants. On pourrait faire un podcast par conseil, je pense. Et du coup, ma dernière question, qui ouvre un peu justement sur la vision que j'ai avec ce podcast, sur l'impact que je souhaite avoir aussi sur les jeunes générations. Quel est le plus grand espoir que tu as pour la prochaine génération de femmes leaders ? Déjà, qu'elles osent. Qu'elles osent davantage. Je pense que les femmes osent de plus en plus. Et on a besoin de femmes qui osent. Donc, premier conseil, en espoir, là j'ai vu qu'il y avait une loi au niveau de l'UE, au niveau de l'Union européenne qui vient de passer en avril pour limiter les différences salariales. Au niveau de l'Union européenne, on est encore à 13% de différence salariale dans la vie active et 26% lorsqu'on est retraité, ce qui est quand même un vrai scandale. Hein. Donc voilà, vers plus d'égalité salariale, vers un congé maternité plus long, plus accepté, et je dirais un congé parentalité, comme ça se fait dans les pays du Nord, où finalement le congé parental consiste à se diviser en fait le congé entre le père et la mère au bon vouloir des parents, pour que ça pèse moins sur la femme. Et ça, je trouve que c'est super. Et je remercierai une personne, si jamais elle écoute ce podcast. Je l'avais félicitée pour faire ça. Elle partait pour son congé maternité. En fait, elle a fait une baby shower dans l'entreprise. Et c'était la première fois que j'assistais à ça. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Parce qu'en général, il y a trop de femmes qui partent en congé maternité par la petite porte. Alors qu'en fait, c'est une super nouvelle. En général, on l'apprend après coup. Ah oui, tu sais, elle est partie en congé maternité. Ben non, c'est une super nouvelle et tout le monde devrait être fier et heureux de ça. Voilà. Et donc, bravo à elle. Exactement. Qu'on ait de plus en plus l'occasion de le faire en entreprise. Mais grave, c'est ça aussi du coup l'espoir pour la future génération, c'est qu'on n'ait plus honte d'aller dire à son manager qu'on part en congé mat, qu'on n'ait plus honte de partir en congé mat si on a envie. Et je pense que dans l'autre sens, c'est pareil, qu'on n'ait pas honte de dire qu'on n'a pas envie d'avoir d'enfants, qu'on n'a pas d'enfants, et que ça devienne quelque chose de tout à fait naturel. Et peut-être un dernier mot aussi sur quelque chose qui est trop peu évoqué et qui pour moi est malheureusement trop présent, c'est la rivalité féminine. Je dirais, moi, quand je vois une femme, c'est de base mon allié, c'est de base mon ami. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup trop de concurrence entre les femmes, alors que on devrait être soutien les unes les autres. Et voilà, faire en sorte de se dire que ça ne devrait pas exister, et donc on doit soi-même être ambassadrice de cette espèce de solidarité féminine, de sororité, et que c'est grâce à ça qu'on va aider la cause des femmes en général. Carrément. Ça me touche énormément parce que j'ai un club de femmes sur la rivalité féminine, justement, pour la comprendre, la conscientiser, et pour justement donner des petits tips et des petites choses qu'on peut faire au quotidien pour et se rendre compte que même si on pense qu'on n'en fait pas partie, on en fait toute partie, malheureusement, parce qu'on a été baigné, infusé de rivalité féminine depuis qu'on est toute petite. Donc ça me touche énormément que tu mettes ce thème-là. En effet, on n'en parle pas assez, et en effet, il est très présent dans le monde professionnel, et je pense que c'est aussi un des freins. On n'est pas que contre les hommes, et bien au contraire, il y en a beaucoup, comme tu l'as dit, que ce soit des patrons ou des patronnes, il y en a beaucoup qui nous aident et qui nous accompagnent, que ça soit hommes ou femmes dans notre carrière, et c'est aussi en étant ensemble, en s'entraidant, qu'on crée des choses très fortes. Et je pense que quand on revient à cette première définition que je t'ai demandé sur le leadership, être ensemble, s'entraider, aller demander de l'aide, ça fait aussi partie du leadership, et booster les personnes autour de nous, peu importe à quel niveau de l'entreprise elles sont. C'est aussi comme ça qu'on va pouvoir modifier cette parité en entreprise. Ouais, carrément. Merci infiniment, Charline. C'était passionnant. Encore une fois, je pense qu'on peut en parler pendant des heures de ce sujet-là. C'était passionnant, tes partages aussi d'astuces. Je crois que t'as pas parlé du TGIF, mais peut-être que si les personnes le veulent, elles peuvent t'écrire et aller voir un petit peu ce que tu fais aussi, justement, avec cette nouvelle entreprise engagée d'événementiel. Donc, merci encore infiniment d'avoir partagé toute ta valeur, d'avoir partagé aussi tes expériences, ce que tu penses, et ce que tu fais, et ce que t'as fait
fais aussi parce que ça inspire énormément de femmes. Merci beaucoup, à très bientôt. Margot, merci à toutes et à tous. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Désormais, à ton tour, quel est l'enseignement que tu en tires? Avec quoi repars-tu de cet épisode? Prends le temps de te questionner et d'incarner ce que tu as appris, de tester certaines choses et de te challenger au quotidien. Partage également tes réflexions sur les réseaux sociaux avec le hashtag #BeyondTheRaw. Tu peux également me taguer directement. Maintenant, n'hésite pas à t'abonner et à partager ce podcast avec des personnes de ton entourage que ça pourrait challenger, impacter. Et bien évidemment, écris-moi tes propositions de suggestions d'invités. Ensemble, faisons entendre la voix des femmes qui transforment le monde professionnel pour les futures générations de leaders. Alors à très bientôt pour le prochain épisode.